bienvenue à cette deuxième table ronde. Et comme vous l'avez déjà bien perçu depuis le début de la matinée, un des volets de travail et d'action d'H2O Lyon, c'est le volet international. Et il est un peu à double sens. L'idée, c'est d'attirer sur H2O Lyon des étudiants et des chercheurs et des professionnels internationalement pour qu'ils aient envie de travailler avec nous. Et à l'inverse, que nos propres étudiants et nos propres membres et personnes qui contribuent à H2O Lyon puissent avoir une ouverture et des interactions au niveau international. Donc pour cette... je vais lancer la table ronde tout de suite en vous posant la première question. Quelles sont vos implications au niveau international dans vos activités respectives? Et puis, pour aller un peu plus loin que juste une liste, parce qu'on pourrait s'arrêter là, c'est pourquoi vous y êtes, qu'est-ce que vous y faites, qu'est-ce qui vous a motivé à le faire, et on va s'arrêter là avec une première tournée. Et je proposerai volontiers à Hervé Caltran de démarrer. Oui, merci, bonjour. Donc, qu'est-ce qu'on fait donc, je travaille à la métropole de Lyon, à la direction de l'eau, dans un service qui s'occupe du pilotage de tout ce qui va être assainissement, gestion des milieux aquatiques et plus particulièrement, je suis en charge de tout ce qui va être la désimperméabilisation de la ville et travailler sur la gestion des eaux pluviales et les techniques alternatives. Donc, qu'est-ce qu'on a comme coopération internationale? Donc, en ce qui me concerne, c'est une coopération avec le Québec, avec une double coopération, une première avec la ville de Québec et une deuxième avec la ville de Montréal. Donc, qu'est-ce qu'on y fait? On travaille avec eux sur une problématique qui va concerner donc, la désimperméabilisation de la ville, l'utilisation des techniques alternatives, le travail sur la renaturation des cours d'eau. Donc ça, c'est des choses où on va chercher un peu d'expérience, en particulier sur la renaturation des grands fleuves à Québec, en particulier sur la rivière Saint-Charles. Et ce qu'on va chercher aussi, ce qui nous manquait, c'est l'implication des citoyens et des riverains autour de la construction des techniques alternatives et de la désimperméabilisation de la ville. Donc on a vu qu'au Québec, il y a une forte culture d'implication des citoyens. Donc c'est ce qu'on est allé chercher. Et qu'est-ce qu'on leur apporte? Nous, on apporte des connaissances sur les techniques alternatives, sur la technique et la diversité des techniques qui sont mises en place. Pourquoi on est parti chercher de l'expérience au Québec? Surtout ce qu'on disait un peu ce matin, c'est cette ouverture d'esprit et de regarder ce qui se fait un petit peu à l'étranger. Parce qu'on est déjà dans beaucoup de réseaux au niveau national. Et ce qui manquait, c'était cette approche un peu internationale. Voilà, très rapidement. Et juste pour renchérir là-dessus, ce qui nous manquait, c'était l'international. C'est-à-dire, en gros, vous trouvez réellement à Québec des choses qui sont introuvables dans le réseau français dans lequel vous êtes impliqué. Oui, c'est des choses qui sont pas forcément introuvables, mais une autre approche, on va dire. Une autre sensibilité, une autre façon de faire et une implication peut-être plus importante des citoyens et de comprendre comment tout ça fonctionnait. Quitter un point de vue opérationnel pour avoir un point de vue d'un chercheur. Donc, Laurent, si tu veux bien. Bonjour, merci. Donc, je suis Laurent Simon, je suis effectivement enseignant-chercheur à l'Université Lyon 1, et puis comme Claire-Lise l'a dit, je suis membre du COPIL de l'EUR et je suis également un des co-présidents de la ZABRE. Voilà. Moi, mes liens avec l'international, d'un point de vue recherche, ils sont dans des collaborations scientifiques. Alors, ils sont pas énormes, mais je participe à quelques gros programmes, notamment un avec l'Université de Birmingham sur l'impact des microplastiques dans le fonctionnement des écosystèmes de rivières à l'interface eau sédiment. J'ai aussi un programme avec la Slovénie
sur des fonctionnements d'écosystèmes souterrains. Voilà. Après, ce que j'y cherche, là je pense que dans la salle, beaucoup de gens le voient. Ouais, c'est des collaborations scientifiques, de nouveaux terrains d'études aussi pour la Slovénie par exemple. C'est une question que j'avais aussi, mais je ne voulais pas les mettre toutes d'un coup, mais sur la durée, par exemple, après on pourra revenir au cas d'Hervé Caltran avec le Québec, c'est des choses sur du moyen terme, du très long terme, c'est sur des programmes. Comment tu l'envisages? Ouais. Et on pourra repasser la parole à Hervé. Moi, c'est sur des programmes ponctuels. C'est pas dans le cadre de réseau. C'est des collaborations par opportunité sur de quelques années. Voilà. Donc, sur le type de relation qui est cherché, c'est vraiment une relation sur du long terme. Souvent, on a l'habitude dans les collectivités de travailler, et on avait déjà eu l'expérience avant de travailler à l'international, mais sur un partenariat court terme pour répondre à une question. Là, vraiment, on cherche, on parlait de réseau, c'est un peu une tête de pont. Comment on va pouvoir continuer cette collaboration dans le long terme, vraiment pour pouvoir échanger peut-être des agents qui pourraient aller au Québec ou venir ici, comment avec des chercheurs ou avec des étudiants aussi, prévoir un échange d'étudiants et un accueil d'étudiants dans nos collectivités et dans les collectivités là-bas. D'où l'intérêt et le partenariat aussi avec H2O Lyon. Voilà, donc c'est vraiment du long terme qui est recherché. D'accord. C'est intéressant cet aspect d'aller au-delà des simples, uniquement au personnel des services techniques des collectivités concernées de part et d'autre. Avant de poursuivre, on va peut-être donner la parole à Corinne pour un troisième point de vue sur les relations internationales. Oui, alors Corinne Tromsdorf de la société Water Cities. Moi, j'ai un profil d'ingénieur. Ces fameux ingénieurs dont on a parlé ce matin. Et j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années en tant que consultant dans tout ce qui était eau urbaine. Et j'ai ensuite passé 5 ans à travailler pour l'Association internationale de l'eau, International Water Association, ce qui fait effectivement que j'ai développé une relation particulière avec ces réseaux internationaux. Mais en fait, j'étais déjà connectée à ces réseaux avant de devenir employée par l'IWA. Et ce qui m'a donné envie de me connecter à ces réseaux, c'était justement cette envie de reposer le problème autrement. En fait, je me rendais compte que j'avais besoin de ce regard de comment ça se fait, comment les choses se font ailleurs, comment les problèmes sont posés dans d'autres contextes réglementaires, dans d'autres contextes sociaux. Ça a été très très riche pour moi de participer à l'IWA en tant que professionnel ingénieur dans mon travail, avant d'ensuite en faire partie, où là j'ai pris en charge le programme qui s'appelait Ville du Futur et travaillé sur un sujet sur la transition vers la neutralité carbone pour les opérateurs d'eau dans les pays émergents. Voilà, pour ensuite maintenant avoir créé ma propre société pour accompagner les collectivités et opérateurs d'eau dans la transition vers la mise en œuvre des principes pour les villes eau responsables. Donc, pour moi, ce que l'international apporte, c'est vraiment cette capacité à se remettre en cause sur la manière dont on pose le problème et d'arriver à le poser de manière beaucoup plus holistique, beaucoup plus systémique que ce qu'on a tendance à faire quand on reste dans notre propre culture. Je vais repartir sur une autre volet de la question qu'on vous avait engagé à réfléchir, sur laquelle on vous avait proposé de réfléchir. Est-ce que vous pensez que vous êtes suffisamment impliqué dans les réseaux? Est-ce que vous voudriez en faire plus? Est-ce qu'il y a des freins, des limitations, des encouragements, des incitations dans vos expériences respectives?
Voilà, comment vous voyez, on a fait un peu l'état de là où vous êtes, l'expérience que vous avez eue ou dans laquelle vous êtes impliqué actuellement, et sur le moyen ou le long terme, qu'est-ce que vous verriez qui permettrait d'aller éventuellement plus loin si vous en éprouvez le besoin ou l'envie ou la nécessité? Ouais, Ouais. je peux peut-être commencer. Je pense que moi, je suis pas. Enfin, évidemment, c'est un aspect personnel. Je suis pas extrêmement impliqué dans des réseaux à l'échelle internationale. Je suis vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur des collaborations ponctuelles liées à des projets. Je pense qu'un des freins, c'est que les gros réseaux, comme dans le cadre de gros programmes, comme Thibaut l'a montré ce matin, comme Thibaut Datry l'a montré ce matin, c'est quelque chose qui prend quand même vraiment du temps à développer. Et à l'échelle internationale, ces gros projets, je trouve que c'est beaucoup d'énergie pour les monter. Projet européen, ANR binational par exemple. Et il n'existe peut-être pas assez de financement intermédiaire sur de petits projets qui permettraient de créer des collaborations assez faciles à mettre en place. Il existe des petits projets, mais qui sont souvent juste pour des missions, des choses comme ça. Peut-être que H2O peut apporter cet aspect projet intermédiaire. C'est peut-être un frein qui pourrait être levé par H2O. C'est vrai que du point de vue des chercheurs, parce que j'en suis un aussi, oui. C'est vrai que l'entre-deux est pas très clair. Oui. L'entre-deux est plus difficile à financer et on ne peut pas toujours développer de grands projets. Parfois, des sommes qu'H2O justement peut aider à acquérir pour des partenariats internationaux peut être intéressant. Du point de vue d'une collectivité? Alors pour la collectivité, donc du côté des opérationnels, je suis dans une direction qui est en plus une direction opérationnelle, qui ne fait pas de relations internationales. Donc on nous attend sur un métier, sur des missions bien précises. Donc un des freins sur cette collaboration avec l'étranger, c'est le temps qu'on va passer, là aussi, au début pour monter le projet, qui peut être assez chronophage si on est sur des gros projets, mais c'est surtout le temps de l'absence sur nos missions qui va nous pénaliser. Si on doit partir à l'étranger, une semaine, 15 jours, etc., c'est 15 jours où on ne sera pas sur nos missions premières. Donc ça, c'est un des premiers freins. Le deuxième frein, c'est peut-être la difficulté de temps en temps à convaincre les échelons hiérarchiques quand on est dans une grosse collectivité et les élus. Là aussi, leur faire comprendre et leur faire sentir l'intérêt de cet échange international, de cet échange de vues, de cette appréhension d'un autre par un autre côté et cette approche complètement globale. Donc ça, c'est la deuxième difficulté. Et c'est pour ça que l'intérêt de partir sur du long terme et pas sur un partenariat, ça fait qu'on va investir du temps au début pour lier le contact. Et une fois que le contact est fait, c'est plus facile d'être dans la durée. Donc c'est ce qui se passe avec le Québec. On a fait un échange. Donc les Québécois sont venus à l'occasion d'IS River. Là aussi, donc merci IS River. On a pu partir au Québec et après, donc il y a des échanges qui se font de façon via Internet, etc. Donc il faut quand même pouvoir revenir. Donc il faut qu'on trouve quand même des moyens de financement. Alors là aussi, on revient sur pas forcément du gros projet, mais simplement peut-être payer des trajets, des voyages. Donc il y a des projets qui peuvent se faire, par exemple, avec le ministère des Affaires étrangères, qui permet de faire des choses. Ce n'est pas très compliqué à mettre en place, donc c'est intéressant de faire ça. Mais c'est ça, les deux freins, c'est l'investissement initial, et puis après, arriver à convaincre, et puis ce temps, cette absence dans les services pour nous. Voilà. Et Corinne, si tu pouvais compléter avec une vision à la fois dans ton cas personnel et la vision un peu de l'île d'Iwa, comment on perçoit à travers une organisation complètement internationale ce qui facilite, ce qui peut empêcher, ou les lourdeurs ou les incitations. Ouais. Alors peut-être pour commencer sur l'aspect personnel,
pour moi, ce qui était difficile parfois dans donc pour moi, la connexion internationale, c'était par le réseau IWA. Donc, réseau avec 50 groupes de spécialistes en tant que professionnel avant de rejoindre l'IWA. Et ce qui est difficile, c'est de savoir par quelle boule prendre. Et puis, on ne se sent pas spécialiste soi-même, donc on ne sait pas trop comment prendre part à la discussion. Et donc, moi, les cas dans lesquels j'en ai vraiment bénéficié, c'est quand j'avais une question précise qui venait de ma pratique, donc une question pratique, et j'allais chercher de l'information plutôt qui venait de la recherche, de scientifiques, et j'avais besoin un peu de billes supplémentaires pour argumenter, pour mieux étayer mes projets pratiques. Donc ça, c'était vraiment quelque chose que j'ai trouvé très, très profitable. Alors après, maintenant, après avoir vu la gestion de ce genre de réseaux internationaux depuis l'intérieur, ce qu'on constate, c'est que en fait, on manque de gens qui sont force de proposition finalement. C'est pas facile d'animer des réseaux comme ça. Parce que trop de gens viennent peut-être en consommateur ou en se disant je verrai ce que je peux en tirer, plutôt que de venir avec une attitude proactive et de se dire qu'est-ce que je peux proposer pour que j'en tire quelque chose, moi, mais que ce soit profitable à d'autres aussi. Donc voilà, peut-être juste une graine d'idée pour participer à ce genre de réseau. J'ai toujours eu le sentiment que le réseau international au niveau des scientifiques, c'était relativement évident, même si ce n'était pas facile, mais c'était dans la culture des chercheurs d'établir des collaborations à l'international parce que, évidemment, ce besoin de prise de recul, de visions différentes, etc., se nourrit de l'international. Alors, je suis certaine que les chercheurs ont besoin d'aide et que H2O peut accompagner et faciliter ces collaborations à l'international. En revanche, mon sentiment, c'est que pour les opérationnels, c'est encore plus difficile. Donc le premier niveau que tu évoquais, Hervé, c'est de dire il faut convaincre nos autorités, c'est-à-dire nos élus, de la pertinence, de l'intérêt, de la nécessité d'aller voir ce qui se fait à l'international. Ça, c'est le premier niveau. C'était ça. Ça, c'était ma première réflexion. La chose que j'ai aussi entendue tout de suite, c'est la notion de collaboration dans la durée. Donc, tu le disais, très, très chronophage, d'aller dans des gros projets, et donc envie plutôt d'avoir du soutien pour des petites collaborations. Mais inversement, au niveau de la métropole, se dire finalement, si on crée un réseau d'échange, on apprend à se connaître, on investit au départ, et après, le lien sera beaucoup plus facile. Ce que tu as peut-être pas évoqué, Hervé, c'est que ce projet est parti sur les questions de restauration de rivières. Il y a aussi un autre projet qui était entre j'allais dire, l'OTU et Montréal sur la désimperméabilisation et qu'on est en train de créer un vrai réseau renforcé avec l'envie de perdurer. Et je trouve qu'H2O serait certainement un levier intéressant pour renforcer cette continuité des projets. Je souffle une idée. Et puis le troisième point qui m'a interpellée, c'est le besoin de temps. On est tous à courir après le temps. Mais le temps, on l'a si c'est légitime de passer du temps sur ces projets-là. Donc encore une fois, c'est peut-être convaincre nos élus ou nos autorités, en tout cas pour les opérationnels, les dirigeants d'entreprise, sur l'importance et la nécessité que les agents, même non experts, aient cette vision internationale pour qu'on leur donne le temps pour le faire. Et peut-être qu'H2O peut aussi œuvrer dans cette direction-là pour expliquer pourquoi aller à l'international dans une vision durable et plus prospective de la gestion de l'eau est un élément important. Donc ma question, c'est comment est-ce que les pistes que j'évoque qui se nourrissent de vos propositions sont à renforcer, et puis peut-être certainement d'autres idées. Hervé, sur Je commence, oui. C'est vrai qu'au niveau de la recherche, l'international, c'est quelque chose de complètement courant.
Pour les collectivités, beaucoup moins, surtout quand on est une petite collectivité. Alors sur les grosses collectivités, j'ai évoqué les directions des relations internationales, donc par là ça marche. Pour lier ces deux réseaux, je pense qu'il faut absolument avoir un intermédiaire, hein, comme H2O ou comme peut faire le grès, pour favoriser cette mise en relation des deux réseaux. Hein, c'est ce qui est important aussi, c'est cet échange. On parlait ce matin aussi peut-être comment faire qu'il y ait plus de docteurs qui arrivent dans les entreprises, mais aussi dans les collectivités. Et c'est en ayant plus de personnes qui vont passer d'un monde vers l'autre aussi, qui vont pouvoir aider à amener une nouvelle façon d'approcher les choses et de faire ce lien du monde de l'international dans la recherche avec le monde des collectivités qui n'est pas forcément lié avec la recherche. Donc ça, c'est intermédiaire pour faire le lien entre les deux réseaux, parce qu'ils ne se font pas automatiquement, hein, donc c'est très important. Et puis l'autre chose qui est importante, on se rend compte que c'est sur des moyens, c'est l'existence de journées dans lesquelles et chercheurs et opérationnels se rencontrent. Et ce qui est important, c'est d'avoir sur certains projets, d'avoir pas que l'opérationnel ou que le chercheur qui viennent à cette journée, mais les deux ensemble, et ce qui permet de faire après une mise en relation plus facile. Le chercheur va mettre l'opérationnel en lien avec d'autres contacts qu'il a dans son milieu de recherche et à l'international, et de même, le chercheur sera peut-être plus facilement introduit au niveau des collectivités. Donc ce couple, et des moments où les deux partenaires de cette collaboration sont là, c'est des choses qui peuvent être importantes, je pense. Et c'est comme ça que ça marche, surtout par du lien entre personnes et puis présentation lors de journées techniques ou sur des réseaux. Oui. Ouais, la question, c'est comment faire vivre ces réseaux et du coup avoir des temps de rencontre ou un cadre durable. Enfin, quand tu parles de ça, ça me fait penser à l'OTU, la notion d'observatoire. C'est aussi l'idée d'inscrire dans la durée un partenariat recherche opérationnelle. Mais là, on parle aussi de l'international, peut-être à imaginer de manière plus durable. L'envie d'avoir des projets peut-être plus ponctuels, est-ce que, enfin, je me dis H2O, ils ont envie d'investir dans la durée. Est-ce que tu penses que soutenir des actions plus ponctuelles, c'est aussi se donner les moyens d'aller plus loin derrière, par rapport à ta frayeur, pardon. Je ne suis pas si effrayé que ça. L'appréhension en termes de temps sur les gros projets, est-ce que le fait de bâtir des petits projets et de se connaître avant de bâtir un gros projet, c'est peut-être un pas intéressant à soutenir ? Je pense, oui, je pense que le plus long, en fait, est effectivement de monter ces réseaux et monter des gros réseaux. Donc, l'incitation à faire des petits projets, des petits partenariats, peut-être un peu risqués, on ne sait pas bien si ça va marcher, donc on n'a pas forcément envie de s'embarquer dans un gros projet. Ces plus petits projets peuvent être effectivement des pépinières de gros réseaux, agglomérer des réseaux. Et là où je rejoins aussi ce que tu disais sur les lieux de rencontre, c'est que je pense que ce qui est super important aussi, c'est à long terme, c'est que H2O peut apporter la formation et donc un langage commun entre scientifiques et praticiens, et favoriser ces rencontres dans le cadre de workshops, de congrès. Tu avais parlé d'Ease River tout à l'heure en disant que ça a donné un peu de l'impulsion à ce programme à l'international. Je pense que c'est des choses dans lesquelles les scientifiques peuvent se retrouver et les praticiens, et dans lesquelles on peut faire nourrir ce dialogue pour agglomérer autour de petits projets peut-être au départ, mais agglomérer un réseau autour de ça. Peut-être une vision un peu différente. Moi, je voulais rebondir un petit peu sur ce que j'entends donc sur ces collaborations internationales qui peuvent être soit entre praticiens, entre chercheurs, ou en essayant de mixer un peu praticiens et chercheurs. Et finalement, je voulais revenir un petit peu sur l'ambition du réseau IWA, qui est de mettre en lien la recherche et la pratique au niveau international. Et c'est ça qui est vraiment difficile, parce qu'en fait, faire parler des chercheurs ensemble, c'est assez facile.
faire parler des praticiens ensemble, c'est assez facile. Et il y a plein d'autres réseaux qui font ça, d'ailleurs, dans le domaine de l'eau. Mais en fait, d'arriver à faire parler les opérateurs d'eau et les collectivités avec les chercheurs, eh ben, c'est beaucoup plus compliqué. C'est là qu'il y a un vrai challenge. Et finalement, il y a aussi une histoire de langage, d'arriver à pas seulement de langage anglais ou autre langue, mais de langage, d'arriver à se comprendre sur quels sont vraiment les besoins des personnes qui sont en face de moi, quel type d'informations ils ont envie d'entendre, de quels outils ils ont besoin. Et donc là, dans le cadre de l'IWA, on est en train de lancer une initiative qui s'appelle Climate Smart Utilities, dont l'objectif est de se concentrer sur les besoins des opérateurs d'eau, donc en venant plutôt des praticiens, pour aller chercher ce qu'on peut trouver finalement dans tous ces 50 spécialistes groupes qui sont essentiellement alimentés par la recherche, et essayer de faire un retour vers les opérateurs d'eau. Donc voilà, Et donc, pour revenir à H2O et la manière dont H2O pourrait participer à ce genre de réseau, c'est vraiment, je pense qu'il y a un potentiel avec ce genre de formation où on essaye aussi d'allier justement pratique et recherche, d'arriver à proposer finalement à ces specialist groups de participer au groupe de spécialistes en proposant des choses qui s'articulent comme ça, vraiment à la frontière entre pratique et recherche. Donc de se positionner sur ce genre de produits ou de petits papiers de positionnement ou des choses comme ça. Voilà. Mais la question que je me pose par rapport à ces outils-là, c'est comment s'en servir pour faire du réseautage dans la durée et peut-être au-delà des scientifiques. C'est-à-dire que j'ai le sentiment que c'est des outils pour les scientifiques. Comment on en fait aussi des outils dans la durée, entre deux événements, normalement 3 ans. Pour ces éditions-là, ce sera 4 ans. Comment on en fait des outils pour des liens dans la durée ? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire Est-ce qu'on peut se servir de ces outils-là pour créer du lien dans la durée ? Je réponds oui ou je réponds non? Non. Comment Alors, il y a une chose déjà, le réseau, il existe que parce qu'il y a un besoin. S'il y a un besoin qui émerge des collectivités, on trouvera le moyen de faire le réseau. Si on décide de faire du lien pour se faire plaisir, parce qu'il n'y a pas de demande des collectivités, de toute manière, c'est voué à l'échec, ce truc-là. Donc il faut bien repartir de ça. Est-ce que les collectivités, forcément, aujourd'hui, ont le besoin d'aller vers les scientifiques? Oui. Est-ce qu'elles ont besoin d'aller vers l'international? Pas forcément. Donc il y a un moment où elles vont avoir besoin et il faut être simplement présent là ou avoir l'outil ici pour pouvoir répondre à la demande. Donc le fait d'avoir, je pense, ces journées, IS River, Novatech, etc., de façon régulière, tous les 5 ans, tous les 4 ans, tous les 3 ans, enfin pas tous les 5 ans, ça ferait trop long, mais tous les 3 ans, c'est quelque chose de bien, il faut continuer ça. Parce qu'il y a un moment, quand on va chercher à l'international, on va chercher sur Internet, et forcément on va tomber sur ces documents, et on se dit tiens, il y a ce truc qui a été fait là, et ça permettra... quand il va revenir, d'aller participer et d'aller chercher du lien. Donc ils sont obligés d'être là. Mais ça répondra qu'à une demande qui va venir du bas pour aller s'exprimer. Je pense que c'est important ça. Ouais, je suis complètement d'accord. Hein. Il faut que le besoin soit exprimé et bien compris pour arriver à construire quelque chose qui a du sens. Et finalement, la durée de la collaboration dans le temps, ou la pérennité de ce genre de réseau, elle ne dépend que de la question qui est posée à la base. Donc si on a répondu, on a fait le tour de la question, eh bien, il faut passer à autre chose. Et il y a un autre réseau qui va se créer autrement, ailleurs, avec d'autres gens. Et, voilà. Oui, c'est pas tout. Il y a quelque chose qui a fait un peu tilt, c'est sur cet aspect du langage et de la compréhension. Moi, si je me regarde juste comment ça se passe au niveau du réseau construit autour de la ZABRE, dans lequel il y a des projets co-montés avec l'agence de l'eau notamment, parfois un chercheur, un scientifique, il ne comprend même pas
ce que c'est qu'un attendu opérationnel. Et donc, pour la co-construction avec l'agence, eh bien, il y a forcément des attendus opérationnels de l'agence pour que ça fonctionne. Et parfois, dans la rédaction d'un projet, un scientifique se dit « Ah bah si, regardez, j'ai mis un attendu opérationnel. » Mais en fait, ne serait-ce qu'au niveau de ce vocabulaire, eh bien, il n'y a pas de compréhension commune de ce qu'est un attendu opérationnel. Et donc c'est pour ça que je pense que les aspects formation et les aspects rencontres régulières, finalement, je dirais, même qu'elles soient internationales ou non, H2O a vocation internationale, donc forcément on parle de l'international, mais même à l'échelle française, à l'échelle régionale, cette problématique de la formation et de la compréhension mutuelle du vocabulaire, elle est à mon avis cruciale. Oui, je pense qu'au niveau international, on ajoute les arrière-plans culturels, interprétatifs, et dans le domaine de l'eau aussi beaucoup réglementaires. Et souvent c'est un frein parce que beaucoup de problèmes opérationnels sont perçus à travers, souvent, mais pas exclusivement, mais souvent la contrainte réglementaire locale, enfin locale au sens du pays ou de la région et ça conditionne beaucoup la manière de formuler le problème, ce qui fait que ça le rend des fois incompréhensible ou que c'est même pas un problème pour d'autres gens avec des fonds culturels et des pratiques différentes. Et pour revenir à H2O, quand on a déposé le dossier, on avait fait un inventaire de toutes les collaborations internationales de tous les partenaires. Et je pense que là, il y a un gisement qui n'est pas encore suffisamment exploité, parce que je pense que chaque partenaire connaît ses propres collaborations, mais on a encore un déficit de mutualisation pour en faire quelque chose. Donc là, je pense qu'il y a des pistes à creuser. On a parlé d'East Rivers Novatech. Ce matin, on nous a rappelé qu'il y a 5 grands focus. Peut-être qu'il y en a qui sont un petit peu, je ne vais pas me dire en retard, mais enfin, qui ne sont pas au même niveau de relations internationales. Et peut-être que ça aussi établir une stratégie en disant, voilà, sur chaque focus, c'est où les endroits, les réseaux qui seraient pertinents pour que H2O participe, contribue et accueille des gens de ces réseaux-là. Je pense qu'il y a des pistes aussi à travailler là-dessus. Je trouve que ce serait intéressant. H2O, c'est de la recherche, de la formation et des praticiens. Et effectivement, à partir des thématiques d'H2O, si on arrive à identifier collectivement quelles sont les thématiques sur lesquelles on a envie d'aller ensemble à l'international, ça peut partir par des petits projets, un chercheur, un étudiant par exemple qui est en doctorat, et puis un praticien, on serait un sacré challenge pour les prochaines années. C'est-à-dire rentrer peut-être dans tel groupe international, mais à travailler ensemble, vers quelle institution il faut se tourner pour découvrir ce groupe, être éventuellement force de proposition en arrivant avec notre spécialité qui est recherche, formation, pratique. Et la deuxième question de Jean-Pierre Bertoglio concernant les entretiens Jacques Cartier, est-ce que H2O est présent aux entretiens? Oui, le 3 novembre prochain, dans le cadre d'une conférence sur la ville perméable qui est organisée par le Grès, la métropole de Lyon et l'INSA de Lyon. Et donc, avec le soutien d'H2O et l'ouverture de cet événement à tous les étudiants qui le souhaitent. On a une dernière question ici. Bonjour, c'est Barbara Belletti, son postdoctorante à EVS. Moi, ce n'est pas vraiment une question, si vous voulez bien écouter une expérience internationale. Donc moi, j'ai fait une thèse à EVS il y a quelques années déjà, puis je suis répartie en Italie et j'ai travaillé dans des projets européens. Donc je pratique l'international depuis quelques temps. Je suis revenue récemment à EVS, en postdoctorat. Et donc, ce que je peux vous dire, c'est j'ai eu la chance, EVS, à l'époque, était déjà très ouvert vers l'international, donc j'ai été poussée par les collaborations que mon labo avait. J'avais comme une sorte de... j'étais bien accueillie aussi, donc ça m'a donné de la visibilité à l'international. Et au retour, j'ai eu envie de revenir vers
le pôle de Lyon parce que je sais que voilà, il y a cette ouverture vers l'interdisciplinarité, l'international, que c'est quelque chose qui m'intéresse forcément. Et donc je partage un peu tout ce que vous avez dit avec votre rapport à l'international. Pour moi, c'est important à la fois pour avoir des collaborations, mais aussi parce que ça permet d'avoir un regard différent sur les différentes thématiques. Et récemment, dans un projet européen auquel j'ai participé, il y avait aussi des praticiens, des industries dedans, et de différents pays. Et j'ai vu qu'en fait, c'était important de les avoir avec nous parce que les questionnements ne sont pas les mêmes pour des mêmes praticiens qui font la même chose pour des territoires différents, pour des pays différents. Donc voilà, je pense que cette ouverture à l'international, elle est complexe, mais il y a une nécessité qui vient à la fois par les chercheurs comme moi, mais aussi par les praticiens, etc. Mais c'est une expérience qui conclut bien notre table ronde, c'est ça ? Très bien. Hein ? En disant il faut lier l'international, le lien recherche-praticien et l'implication dans la formation pour que nos jeunes soient porteurs de tout ça. Je trouve que ça se conclut très bien grâce à votre retour d'expérience et je vous remercie. Ben,